Envolée du prix du pétrole et envolée du prix du gaz naturel en bourse, en lien avec les événements géopolitiques. Le choc systémique, le choc macroéconomique mondial est-il inévitable? Chers amis, dans cette vidéo, je vais être bref. Je vais pas m'appuyer sur les chiffres. Pour apporter de la nuance, attention, pas apporter de la nuance, je ne vais pas minimiser le risque, mais un peu de nuance face à des discours de collapsologues qui vous annoncent que forcément devant nous c'est la Troisième Guerre mondiale, une vague inflationniste comme jamais, incomparable avec celle qu'on aurait eue avec la crise sanitaire, alors que pour le coup ce n'est pas comparable. Éventuellement la comparaison peut être faite, oui elle peut être faite avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais pas avec tous les blocages logistiques à l'époque mondiaux dus à l'époque à la crise sanitaire, quand l'économie mondiale avait été mise en off, et que la réouverture de l'économie mondiale avait créé donc ce décalage offre-demande. Là, la situation est différente. Mais malgré tout, le choc risque d'être important. En fonction de données absolues, déjà le prix. Les prix. Quel prix représente un risque? Quelles sont les proportions? Bien sûr, tout est centré autour du détroit d'Ormuz. Il y a beaucoup d'inconnus. Avant d'annoncer une troisième guerre mondiale et la fin du monde, il y a beaucoup d'inconnus. La première inconnue, le facteur temps. Très bien. La deuxième inconnue, le détroit d'Ormuz. Peut-il être sécurisé dans le cadre du conflit ou pas? Avec une couverture aérienne, une couverture contre les drones. Bon, beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses. Ça montre cette semaine, par exemple, que les équipes de l'armée ukrainienne, l'Ukraine, numéro 1 maintenant en termes de lutte anti-drone, même en termes de drones, ils ont développé une industrie massive. C'est pas la Chine, numéro 1 dans les drones. C'est l'Ukraine. Eh oui. C'est eux qui donnent des leçons à l'armée américaine maintenant. Bon, il y a beaucoup d'inconnus. Donc là, je vais simplement passer en vue une sélection de chiffres que je trouve importants pour voir réellement qu'est-ce qui est concerné. Vraiment, qu'est-ce que pèse Hormuz, qu'est-ce que ne pèse pas Hormuz. Et puis, bien sûr, pétrole et gaz. Le choc est-il inévitable, donc d'un point de vue boursier, d'un point de vue technique? Quand je parle de choc inévitable, choc systémique, c'est bien sûr un choc inflationniste, un choc énergétique, et qui dit choc inflationniste dit derrière un choc de banque centrale aussi potentiellement. Là aussi, il faut reprendre les données, être précis et réaliser en fait que en additionnant le prix du pétrole et le prix du gaz, vous n'avez pas l'inflation. Mais justement, quelle est cette proportion? Pas de blabla, on plonge directement dans les slides fondamentaux et dans l'aspect technique, c'est parti. Bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Et c'est parti les amis, pétrole et gaz, le choc systémique est-il inévitable? Je déclare la session ouverte, passons en revue donc quelques données fondamentales qui comptent. L'idée c'est d'avoir quand même quelques chiffres, quelques repères clés, de bien comprendre ce qui est en jeu, ce qui n'est pas en jeu, je vous le dis tout de suite, non, ce n'est pas la production mondiale de pétrole qui est en jeu, ce n'est même pas la moitié, ce n'est même pas le tiers, ce n'est même pas le quart. Non, ce n'est pas la production mondiale de gaz qui est en jeu, ce n'est pas la moitié, ce n'est pas le tiers, ce n'est pas le quart, ce n'est pas le cinquième, ce n'est même pas le dixième. Malgré tout, bien sûr que le détroit d'Ormuz reste le détroit numéro 1. Lorsque vous faites le classement des détroits en termes d'impact dans le commerce mondial et l'économie mondiale, le détroit est le numéro 1. Mais vous avez dans le monde 10 détroits qui comptent. Le risque fondamental est-il systémique? Passons en vue les chiffres clés. Alors déjà, il faut avoir en tête quelques données avant de partir dans tous les sens. De quoi parlons-nous? Déjà, juste, on commence par la base. Retenez une chose, j'arrondis, mais ça ne change pas grand-chose. La production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils jour. D'accord? Donc, 100 millions de barils jour, on peut dire 100%. D'accord? Déjà, la région, qu'est-ce que c'est? La région, ce n'est même pas tous les pays de l'OPEP. La région, c'est l'Iran, l'Irak, le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Lorsque vous faites l'addition de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, vous arrivez à 22 millions de barils jour. Donc déjà, nous parlons de 22 millions de barils jour pour une production mondiale qui représente 100 millions de barils jour. Quand on peut se dire effectivement 22% de la production mondiale bloquée parce que le détroit est fermé. Alors, il est fermé maintenant, va-t-il être réouvert? Va-t-il être à un moment ou un autre protégé par une bulle, par une couverture de drones intercepteurs? Bon, tout ça, c'est de la prospective. Voilà, il y a beaucoup de questions se posent. Peu importe.
ce qui compte, c'est quoi? Sur ces 22 millions de barils jour, vous en avez 15 qui passent par le détroit. Pourquoi vous en avez 15 qui passent par le détroit? Parce que vous avez des pipelines de contournement. Vous en avez notamment deux, le pipeline Est-Ouest et le pipeline des Émirats Arabes Unis. Donc concrètement, la première chose à savoir déjà, c'est donc que sur ces 22 millions de barils jour, vous en avez 15 millions qui passent par le détroit. Là, pour le coup, c'est mort. Enfin, c'est mort maintenant. 7 millions contournent. Notamment l'Arabie Saoudite, elle, c'est quasiment 50% de sa production qu'elle peut envoyer, qu'elle peut continuer d'exporter. Donc, voilà. Ça, je ne minimise rien, je nuance. Déjà, nous avons ramené l'impact à 15% de la production mondiale, ce qui est en soi énorme. C'est beaucoup. Mais il y a une différence entre 15 et 50. L'idée, en fait, de cette vidéo, c'est de savoir si on peut utiliser l'adjectif systémique, ou risque fort, ou risque systémique. Risque systémique, c'est un risque qui plonge l'économie mondiale dans la récession. Risque systémique, ce sont des taux de croissance du PIB négatifs pour l'année. Risque systémique, c'est mettre à zéro la croissance chinoise cette année. Nous n'en sommes pas là. Alors, est-ce que les chiffres disent qu'à un moment ou à un autre, nous y serons? D'ailleurs, la Chine, c'est un élément intéressant, puisque, alors déjà, n'oubliez pas aussi que les pays ont des stocks. Donc là aussi, tout le monde peut donner des points de vue, des arguments, mettre en avant des chiffres, crier au loup, ne pas crier au loup, nuancer ou pas nuancer. Moi, je pense qu'il faut être dans la nuance, parce qu'il y a des facteurs qui sont inconnus. Le plus important d'entre eux étant le temps. Mais tout de même, ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'effectivement, ce détroit est un challenge pour l'Asie. D'ailleurs, regardez comment la bourse de Corée du Sud est sous pression depuis quelques séances, mais elle avait aussi une hausse verticale sous les pieds. Mais 38% donc, du pétrole qui passe par le détroit est à destination de la Chine, 15% à destination de l'Inde, l'Inde d'ailleurs qui reprend ses achats de pétrole russe, la Corée du Sud, le Japon. Donc on voit essentiellement il s'agit de l'Asie. L'Asie, oui, effectivement, moteur de l'économie mondiale. La Chine, moteur de l'économie mondiale à travers son poids dans le commerce mondial. Bon, effectivement, on peut commencer à se poser des questions. Mais simplement donc, à l'échelle globale, mondiale, parce que le monde est grand, le monde ne se résume pas à la Chine et aux États-Unis, c'est donc 15% de la production mondiale de pétrole. Maintenant, le gaz, c'est là où des bêtises sont dites. Alors, je me permets de les rectifier. Non, ce n'est pas 25% du gaz mondial qui est bloqué parce que le détroit est fermé. Non. On va être précis. Le gaz, il est en général, même dans 99% des cas, consommé dans les environs. Parce que c'est compliqué de transporter du gaz. Ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié, le GNL, c'est le gaz qui est transporté par bateau. C'est lui qui est exporté. Donc, le détroit d'Ormuz, ce n'est pas 20% du gaz mondial, c'est 20% du GNL. Le GNL, lui, c'est 20% du gaz mondial. Donc, le GNL, c'est 20% du gaz mondial, Ormuz, c'est 20% du GNL. 20% de 20% est égal à 5%. Donc, pour résumer, concrètement, c'est le Qatar. Là, le Qatar, ils sont dans la mouise. D'ailleurs, je vous ai montré dans le Top Gun que j'ai fait lundi que parmi les baromètres du risque que je suis, il y en a beaucoup à suivre en lien avec l'actualité géopolitique, suivez la bourse du Qatar, et qui n'est pas loin de casser un gros support. Mais ça aussi, ça fera partie des indicateurs avancés. Si vous voulez, lorsque vous allez avoir des signaux de stabilisation sur la bourse du Qatar, des signaux de stabilisation sur les compagnies aériennes, par exemple, ce sera les prémices techniques du bout du tunnel, si vous voulez, géopolitique. Donc pour résumer, sont en jeu 15% de la production mondiale de pétrole et 5% de la production mondiale de gaz, de l'approvisionnement mondial. 15% et 5%. Alors 15% et 5%, sommes-nous dans le systémique? Mais j'avance. On avance, on regarde ça ensemble. Donc là, j'ai tout rassemblé. Il y a des chiffres dans tous les sens. Retenez 4 chiffres, 100 millions de barils jour production mondiale, 22 millions de barils jour le Moyen-Orient, en fait seulement 15 millions de barils jour qui passent par Hormuz, et 5% du gaz mondial. Donc on retient 15 et 5%. Ça, ce sont les chiffres les plus importants à retenir. 15 et 5%. Voilà, effectivement, on voit que le golfe Persique est entouré et que voilà, il faut bien passer par ce petit détroit. Et là, effectivement, des terres iraniennes, tant que 100% des lanceurs de drones ne seront pas détruits, il y a le risque. Le risque cesse dès lors que vous avez 100% des lanceurs de drones détruits.
ou qu'il y a une couverture anti-drone, intercepteur qui soit efficace. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout ce bordel-là est en train d'être fermé, et que réouvrir, ça prend aussi du temps. Donc le facteur temps risque d'être au final de tous les facteurs le plus compliqué de cette affaire de systémique ou pas systémique. Donc là, j'apporte un peu de nuance, mais je ne minimise pas le risque. La nuance, ce sont les pipelines de contournement du détroit. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que 22 millions de barils jour, 22% de la production mondiale de pétrole, 22% de l'approvisionnement mondial de pétrole passait par le détroit. C'est faux, c'est faux. C'est 22%, c'est la région. 15 millions passent par le détroit parce que vous avez des pipelines de contournement, notamment le pipeline Est-Ouest qui passe en Arabie Saoudite et le pipeline dit d'Abu Dhabi donc qui passe par les Émirats Arabes Unis. Vous arrivez à, allez, grosso modo, vous êtes à 7 millions de barils jour, ce qui explique la différence donc entre 22 et 15. Mais tout de même, on voit donc qu'il y a quand même des choses qui sont en jeu. Et pour résumer, vous avez dans le monde 10 détroits. 10 détroits qui sont majeurs pour l'économie mondiale, notamment Hormuz, Malacca, le canal Suez, Bab el-Mandeb, le canal de Panama, le cap de Bonne-Espérance, le détroit de Gibraltar, etc. Donc là, ils sont classés dans l'ordre d'importance. Donc déjà, le détroit d'Hormuz n'est pas le seul détroit qui compte. Là, je suis toujours dans la nuance. Vous avez 10 détroits qui comptent. Donc parler d'un risque systémique pour l'économie mondiale, ce serait, par exemple, la moitié des détroits bloqués. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, là où j'apporte un peu de nuance. Oui, il y a un risque très fort, parce que le détroit d'Hormuz, c'est 15% du pétrole mondial, et pas 20, et 20-25% du GNL mondial, et pas du gaz mondial, du GNL. Donc oui, là, c'est un risque fort. Je vous ai montré tout à l'heure les chiffres pour vous montrer que l'essentiel de ce pétrole était à destination de l'Asie. Par contre, une part importante de ce gaz est à destination de l'Europe. Alors, est-ce que c'est systémique pour l'Europe? J'y arrive plus tard dans les slides. Mais donc, première chose, déjà, la fermeture du détroit d'Hormuz est un risque important, mais ce n'est pas systémique. Ce qui serait systémique, pour moi, ce serait d'avoir au moins 3-4 des détroits les plus importants du monde fermés. Si vous voulez, si vous avez un conflit où vous avez le détroit d'Hormuz qui est fermé, Malacca, le canal de Suez et Gibraltar, c'est mort. C'est mort. Moins 5% de croissance du PIB mondial. C'est systémique. Là, chacun, c'est une discussion. Est-ce que c'est systémique? Donc il faut avoir ça en tête. Il n'empêche, Hormuz est le premier des trois qui compte. Mais il y en a 9 autres. Et pour le moment, les 9 autres sont ouverts. Le cas particulier du GNL, alors ici aussi le risque n'est pas systémique. J'y vais peut-être un peu fort. Le risque est important. Mais tout de même, regardons les choses. On parle beaucoup de l'envolée du gaz européen. Pour suivre le gaz européen, vous avez le TTF, j'y viens tout à l'heure sur le plan technique, ou le gaz qui est coté à Londres. Le graphique est similaire, d'accord? Donc, le GNL, le gaz qui est transporté par navire, c'est 20% du gaz mondial. 20% du GNL passe par Hormuz, 20% de 20%, ça fait 5%. Ok, très bien. Donc, la région est dominée, donc c'est essentiellement le Qatar. Alors, le Qatar, eux, ils sont en difficulté parce qu'il n'existe pas de moyen pour le Qatar de contourner le détroit pour son GNL. Donc, effectivement, c'est pourquoi j'ai mis dans les indicateurs de risque, c'est pourquoi j'ai mis donc la bourse du Qatar. Maintenant, la question, c'est est-ce systémique pour l'économie mondiale? Nous parlons beaucoup du gaz européen et du TTF, effectivement, qui monte et qui pourrait, même si pour le moment, alors, le pétrole, l'impact sur le pétrole, je vais repasser dessus sur le plan technique, je l'ai fait lundi, mais je le refais, c'est pour l'instant très similaire au déclenchement de la guerre en Ukraine. Aller au-delà des $130, là, on rentre dans le systémique, on y est probablement déjà au-dessus des $100. Nous sommes dans le systémique au-dessus des $100 si on y passe plusieurs mois. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est systémique pour l'économie mondiale? Le GNL. Donc, ce GNL, 5% du gaz mondial, vous avez ici, on parle beaucoup du gaz européen, c'est celui-là qui s'envole à la différence du gaz américain. Vous avez ici un tableau qui vous montre la part, alors estimée parce que ça dépend des périodes, etc., mais c'est une moyenne, des importations européennes de GNL. L'essentiel des importations européennes de GNL vient des États-Unis. L'Algérie, encore la Russie,
de manière indirecte. Et donc, le Qatar représente donc 10% des importations européennes de gaz naturel liquéfié. Là aussi, est-ce que c'est systémique? Imaginons au contraire, imaginons que les États-Unis représentent 10% et que le Qatar soit à 45-50%. Là, effectivement, si vous avez 50% des importations européennes qui viennent du Qatar, eh bien là, c'est bloqué. C'est complètement systémique pour l'économie européenne. Heureusement, c'est la fin de l'hiver. Mais d'ailleurs, heureusement, oui et non, là, les stocks sont bas d'ailleurs. C'est dommage parce que là, c'est le moment où il faut les re-remplir. Mais en termes de consommation. Donc, c'est un sujet important. Mais il y aura probablement, si ça dure, à travers les autres fournisseurs, le moyen de quand même refaire les stocks de GNL. Malgré tout, ces stocks seront faits à un prix beaucoup plus élevé. On va être content, là, pour le coup, les États-Unis. Mais vous voyez qu'il y a d'autres solutions. Mais tout de même, donc, le Qatar. Donc, pour résumer, nous avons déjà là, ici, un certain nombre de chiffres. 100 millions de barils jour pour la production mondiale de pétrole, 22 millions pour la région, 15 millions, 15% donc, transitent par le Détroit, 20% du GNL mondial, 20% du GNL mondial, donc le GNL étant 20% du gaz mondial, 5% du gaz mondial, et 10% des importations européennes. Ce sont des chiffres forts, sont-ils pour autant systémiques? Ces chiffres sont importants, peut-être qu'ils ne sont pas systémiques de par leur valeur actuelle, mais que le facteur temps les augmente. Qu'effectivement, plus le temps passe, plus ces chiffres peuvent finir par prendre un caractère systémique. Sauf si d'ici là, des solutions sont trouvées pour diversifier l'approvisionnement. Maintenant, concrètement, le risque est envisagé comme étant systémique via un choc inflationniste. Choc inflationniste, c'est-à-dire fini les baisses de taux des banques centrales. Alors, encore une fois, l'inflation, elle est nominale et elle est sous-jacente. Le prix de l'énergie, c'est la dimension volatile, c'est l'inflation nominale. Ça retombe ensuite avec la baisse du prix de l'énergie. Les banques centrales en tiennent compte. Si elles jugent que c'est provisoire, elles ne montent pas les taux. Malgré tout, au-delà de monter les taux, il y a le fait que le marché attend des baisses de taux d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est possible? Nous avons donc le facteur temps qui est incertain, mais imaginons, on se projette. Ben voilà, dans 4 mois, on est encore à 120 $. Qu'est-ce qui se passe? Le prix du pétrole n'est pas égal, et le prix du gaz n'est pas égal, l'inflation n'est pas égale au prix du pétrole, au prix du gaz. Lorsque vous faites ici le CPI US, le PCE US, deux mesures de l'inflation US, et le CPI européen, HICP, lorsque vous faites l'addition du poids du pétrole et du gaz, en direct et en effet indirect, eh bien vous obtenez au final 15% du CPI US, 12% du PCE et 20% du CPI européen. Ce sont des chiffres importants, ce sont des chiffres forts qui concernent essentiellement l'inflation nominale. Nous ne sommes pas non plus à 40 ou 50%. Alors, est-ce suffisant, d'après vous, pour parler de risque systémique ou de risque fort? Bien sûr, là aussi, c'est le facteur temps qui va compter, et c'est justement donc ce par quoi je continue, puisque ce que montrent les études, c'est que si le prix du pétrole se maintient au-dessus des 80 $, donc il est déjà au-dessus, mais on regarde que le facteur temps, de 1 à 3 mois, l'effet est modéré. 1 mois, il n'y a pas d'impact. Il faudrait un petit miracle là pour que le conflit s'arrête avant 4 semaines. Mais imaginons, why not? On ne sait pas, personne ne sait. Le danger, c'est au-dessus de 3 mois. Parce que là, l'impact sera significatif dans l'inflation. L'impact sera significatif. Le danger, c'est 3 mois. Donc le facteur temps, pour l'instant, n'est pas inquiétant, ça rime, sous 4 semaines. Commence à piquer entre 4 et 12, au-dessus de 12, alors écoutez, c'est mort, c'est mort. Il y aura un impact de 0,5 à 1 point de pourcentage minimum sur l'inflation nominale. Impossible pour les banques centrales de rebaisser les taux, sauf si ça déclenche une récession mondiale, sauf si le ralentissement économique mondial est tel que tous les autres prix baissent, parce que le prix de l'énergie peut s'envoler, mais si le prix de l'énergie casse la croissance et que tous les autres prix des biens et services baissent, l'inflation pourrait baisser malgré le prix du pétrole. Et là, il y aurait des baisses de taux contre la récession. Enfin, beaucoup de cas de figure sont possibles. Il y a des transferts. À un moment ou un autre, un prix du pétrole à 200 $ casse tellement la croissance qu'il n'y a pas d'inflation.
Il y a l'énergie, oui, mais tout le reste s'effondre. Je viens de vous montrer la part de l'énergie en direct ou en indirect. Si je vous dis que la part, c'est 15%, vous avez 85% qui n'est pas l'énergie. Si les 85% s'effondrent à cause de l'absence de croissance, il n'y a plus d'inflation. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui font que on peut discuter, nous pouvons discuter de cette nature systémique ou pas systémique. Et je vous rappelle par exemple que dans le CPI américain, par exemple, l'immobilier, c'est 2 fois l'impact direct et indirect de l'énergie. Ok. Alors les signaux techniques d'alerte rouge sur le pétrole, donc ça, bon, j'en ai parlé déjà dans le Top Gun, mais effectivement là les choses sont ce qu'elles sont sur le pétrole. Donc les signaux d'alerte rouge, je resitue la situation. Au-dessus des 80 $, il y a une contribution positive à l'inflation, parce que toute l'année 2025 a été passée sous 80 $. Un taux d'inflation, c'est un taux de croissance annuel, base de départ, base d'arrivée versus la base de départ. La base de départ, elle est sous 80. Voilà. Au-dessus des 92-94, c'est une situation de choc inflationniste, similaire à ce que fut à l'époque le déclenchement de la guerre en Ukraine. Au-dessus des 130 $, c'est bien pire que le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et là, ça va être difficile d'échapper à un rebond de l'inflation, sauf si le pétrole au-dessus de 130 $ casse tellement la croissance, casse tellement le transport maritime, que toute l'économie ralentit et entre en récession. Vous allez avoir en récession majeure, les prix ne vont pas s'envoler. Et donc, vous avez en face de prix de l'énergie, les prix des autres biens et services qui peuvent, eux, dropper parce qu'il n'y a plus de demande. Parce qu'il n'y a pas de demande. Regardez l'inflation en Chine depuis quelques années. Elle est faible parce que la demande est faible. Donc, au-dessus des 92-94, c'est compliqué. Au-dessus des 130, ça peut devenir systémique. Et alors, au-dessus des 146, bon, bah là, c'était le record de 2008. Je pense que l'adjectif systémique ne se discutera plus. Alors, pour l'instant, nous n'y sommes pas, en tout cas quand j'enregistre la vidéo, nous ne sommes pas encore au-dessus de ce seuil. Ensuite, gaz européen, le signal technique à impérativement éviter. Donc là aussi, alors vous avez, je vous expliquais tout à l'heure, vous avez, pour le gaz européen, le contrat de référence c'est le TTF, sur TradingView vous avez le pétrole britannique, c'est la même chose. D'un point de vue technique, ce sera exactement la même chose. Donc d'un point de vue technique, donc on va regarder le TTF. Le TTF, voilà. Ici donc c'est coté à la bourse d'Amsterdam, ça fait référence pour le prix du gaz en Europe. Voyez ici la guerre en Ukraine. Donc c'est différent. La guerre en Ukraine, même à l'époque, n'avait pas été systémique pour l'économie mondiale. Voyez comment le gaz européen s'était envolé. Là, il est en train de dépasser ce seuil, il y a un signal d'alerte rouge technique, on verra bien si on s'y maintient ou pas. Mais si vous voulez, pour l'instant, donc déjà, il faut dépasser cette résistance et s'y maintenir pour parler d'un risque systémique. Vous voyez, nous en sommes loin. Ce qu'on peut dire pour le gaz, c'est que déjà, le détroit d'Ormuz, c'est 5% du gaz mondial. Bon, vous l'avez vu. C'est 20% du GNL. Ce n'est que 10% des importations européennes. C'est pour ça que ça ne s'envole pas non plus tant que ça. Et d'un point de vue technique, pour l'instant, il n'y a rien de systémique. Sur le pétrole, ça se discute. Mais pas encore, en tout cas au stade actuel, pas sur le gaz. Sur TradingView, ajoutez-le. TTF, un point d'exclamation. TTF, un point d'exclamation. C'est le contrat futur pour suivre. C'est le contrat qui fait référence. C'est le contrat qui fait référence pour le gaz en Europe. Et c'est vraiment lui donc que vous devez, vous devez suivre. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, alors, d'après vous, systémique ou pas systémique ? Merci à toutes et à tous de votre attention.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.